Salut Nicolas Framont et ça fait plaisir de pouvoir participer à la valorisation et la complémentarité, l'encapacitation réciproque au niveau micro, au niveau local, puisque je l'espère deviendra agréable conversation de synthé. In extenso peut-être un petit peu plus extensivement régional puisque il y a l'occasion je pense de fédérer nombre de mouvements à Bordeaux. Donc je t'invite volontiers à considérer la valeur des propositions de contre-argumentation que je vais te faire, précisément parce que tu appelles toi-même dans ta vidéo à justement pratiquer cette méta-réflexion et cette interactivité, pas seulement critique, tu vois, ça fait l'objet de ce que je vais essayer de te proposer de continuer d'alimenter conceptuellement, mais en plus de tendre justement à un niveau de maturité justement psycho-cognitif, intellectuelo-conceptuel réellement en capacitant de porter, à mon sens, plus abouti. C'est pour ça que je vais avoir l'outrecuidance apparente de critiquer un petit peu ce que tu as dit et en essayant d'être vraiment clair sur le pourquoi pour les meilleures raisons possibles. Donc, ce qui me fait un petit peu réagir dans ta façon de présenter le problème, c'est que il s'agit, de ta vidéo en réaction donc au battage médiatique organisé autour de la publication et l'orchestration d'une campagne de presse unilatéralisée autour du bouquin La Meute, hein, soi-disant contre le psychocomportementalisme tendanciel de la France insoumise de Mélenchon, hein, donc une espèce de haro, de cabale contre le so-called mélenchonisme, hein, et donc tous les leviers d'incrimination manipulatoire dont on va démontrer ici l'aporie totale en fait analytique, puisque c'est un non-sujet au sens où c'est une non-affaire. Donc à partir du moment où c'est une non-affaire, cela veut dire que c'est un problème d'angle de présentation médiatique, effectivement, que tu relèves justement dans ta vidéo à ce niveau-là, mais dont je voudrais t'apporter ma finalité analytique personnelle, parce que elle est susceptible peut-être de te proposer de dépasser des contradictions évidentes qui me sont apparues à ton écoute. Donc euh, le problème pour moi, il est que c'est une non-affaire précisément parce que il ne peut y avoir que deux solutions dans le réel, pratiques, ontologiques, réelles, concrètes, à ce faux sujet. Soit des personnes se sont senties vis-à-vis de la loi flouées dans leurs droits fondamentaux, soit c'est une non-affaire, parce qu'il n'y a pas de loi politique définissant la façon dont se structure autonomement un mouvement politique. C'est-à-dire que soit des membres se sont sentis lésés dans leurs droits et donc la procédure appartient à la justice, soit c'est effectivement inhérent à la stratégie polyfactorielle, polydimensionnelle nécessaire, hein, à l'alliance de tactique et de stratégie nécessaire à la situation de volonté d'assumer la nécessité de conquérir le pouvoir pour opérer l'avènement d'un programme annoncé, hein, et donc comme tu le dis justement partiellement, la fin justifie les moyens, et donc effectivement, dans le cadre du fonctionnement actuel des institutions pour l'accès à la présidence, susceptible d'offrir à l'action collective du parti l'obtention de la légitimité et de l'effectivité du pouvoir pour pouvoir procéder aux orientations politiques défendues, eh bien, c'est nécessaire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un faux sujet de lancer médiatiquement l'orchestration d'une cabale de toutes pièces qui ne repose en fait sur rien de concrètement fondé et plausible à défendre. Puisque s'il n'y a pas de motif légal véritable de porter le grief, hein, et c'est le cas quand on passe au tamis, le contenu des incriminations tentées publiquement contre Mélenchon, à la fois dans le livre et dans le documentaire diffusé sur France Télévisions, il n'y a pas d'élément légal,
hein. C'est-à-dire soit il y a des plaintes qui aboutissent après confrontation d'instructions à charge et à décharge à des éléments concluants susceptibles d'affirmer en fait un abus vis-à-vis des droits de personnes, soit il n'y a pas d'affaire. Et dans ce cas-là, c'est la présomption d'innocence qui est ruinée, et c'est une tentative d'orienter la perception de l'audience du public vers des fausses représentations du réel, et donc en ça, systémiquement atteindre à la bonne équité des chances dans le processus électoral. Et je pense que c'est ce qui est tenté évidemment, puisque on a vu déjà la temporalité de la chose, hein, qui avait été sciemment orchestrée aux alentours de l'appel à la mobilisation massive autour du symbole de la fête des travailleurs, hein, donc clairement tenter de ridiculiser le processus, hein, d'incarnation par délégation, par représentativité propre au fonctionnement institutionnel contemporain de la présidentielle, à travers donc la geste publique mélenchonienne actuelle, hein, puisque c'est le relais du parti, du peuple, de la volonté d'affirmer la souveraineté des travailleurs face au systémique abstractionniste de réduction à l'employabilité utile, hein. S'il y a bien un sens politique profond à ce que voudrait dire l'absurdité descriptive de la gauche, hein, c'est bien celle-ci, c'est-à-dire rappeler la place centrale du vivant, de l'être humain, dans les processus de l'organisation en société, hein. In extenso au conservatisme, qui est un rapport au passéisme afin de prétendre permettre la continuité d'éléments connus dans l'organisation sociétale, dans des soi-disant prétendues nécessités de survie, de perduration. Bon, c'est à peu près là que l'antagonisation majeure se forme, hein, ataviquement, et je trouve ça beaucoup plus précis que de continuer avec des batailles langagières absurdes, hein, gauche-droite, qui déjà, quand on y réfléchit bien, sont en soi une amputation des légitimités démocratiques, puisque c'est la gauche et la droite de l'Assemblée nationale dont nous parlons. Donc, il s'agit normalement, si nous employons en fait une étymologie réellement incapacitante, de députés. Donc c'est la démocratie s'ils sont élus. Après, par rapport à la droite et à l'extrême droite, la véritable question de fond, c'est l'illégalité. Puisque la démagogie de manipulation de la capture de l'attention par le médiacratisme pouvant permettre de produire des captures électorales, des élections via des processus frauduleux, comme c'est le cas de Sarkozy, comme c'est le cas de nombre de députations du Rassemblement national, puisque en réalité, propos et orientation anticonstitutionnelle, donc illégale, donc en réalité antidémocratique, hein. Ce que vous voyez derrière là, ce sont les recopies des différentes évolutions des déclarations universelles des droits de l'homme de 89, puis de 48, puis les préambules des différentes constitutions, hein, de 93, de 48, de 58, et enfin la Constitution européenne, justement pour faire le rappel historique à venir, hein. Je travaille actuellement, parce que je pense qu'il le faut, sur la psychogenèse de l'extrême droite, hein, c'est-à-dire je vais vous démontrer factuellement, point par point, de façon absolument, strictement factuelle, l'imposture et l'impossibilité totale de prétendre être français quand on est d'extrême droite affilié au Rassemblement national ou au phalangisme structuré par les officines secrètes martiales, hein, para et extra-étatiques des armées secrètes, puisqu'en réalité des héritages des armées secrètes telles que l'OAS héritaient des efforts de guerre qui étaient déjà les bouleversements des droits constitutionnels par les manipulations psychocognitives, des rouleaux compresseurs perceptuels, des campagnes de presse de panique morale sciemment orchestrées dans l'histoire de la presse par les puissances argentières. Donc comment c'était déjà l'organisation de l'influence et non pas de l'encapacitation des prolétarismes afin de les antagoniser jusqu'au massacre réciproque, hein. Et que c'est comme ça que
l'Europe a été conduite à être poussée à feu et à sang, et que ce sont des dynamiques beaucoup plus profondes que simplement la politique ou le politicianisme. Ce sont des phénoménologies dont l'analyse historio-sociologique précise démontre surtout des fonctionnements et des enjeux sectaires et suprémacistes. Donc ce qui est beaucoup plus pernicieux, vampirique et prédatant des structures sociales que l'illusion et le biais de raisonnement de penser qu'elles sont attenantes simplement au jeu des alternances politiques, structurelles, institutionnelles, car il s'agit en réalité de leur infiltration, de leur dénaturation et de leur prédation. Donc analytiquement, nécessitant un tout autre registre d'exposition descriptive qualificatoire afin de toucher à une description réellement précise et pertinente du réel de la chose. Donc c'est pour ça que je vais continuer d'articuler un petit peu ce qui me fait réagir dans tes choix étymologiques, je pense améliorables, hein, sans encore une fois vouloir mener une critique personnelle. Hein, je ne fais que répondre à ta recherche d'encapacitation mutuelle et réciproque, et je serai heureux de pouvoir ainsi te venir en aide, d'autant plus si cela permet d'honorer un concitoyen synthé immédiat avec un immense plaisir. Alors, je vais faire un petit peu d'étymologie pour essayer de te partager la profondeur perceptuelle du cheminement qui me fait réagir. Déjà, pour moi, la confusion, la bascule s'opère quand tu commences très bien, à mon sens, en reprécisant le fait que il s'agit bien de l'orchestration d'une campagne médiatique et non d'une analyse aboutie. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour moi, il s'agit d'une non-affaire. Donc, il s'agit en réalité de l'organisation complètement creuse, artificielle d'une polémique, d'une polémisation, hein, d'occuper l'espace de capture d'attention médiatique de la réalité, de l'audience et de l'auditoire par une fausse événementialité, hein, qui en fait ne repose sur rien de concret. Puisque comme je disais, légalement il y a rien, il y a rien de probant, il y a rien de condamnable, donc il y a pas d'affaire. Et analytiquement, il n'y a pas de fondement critique à la chose, en tout cas sur le plan politique, puisque il n'y a pas de loi constitutionnelle imposant certains types de structuration à l'autonomie de l'organisation des mouvements politiques se proposant candidature à l'élection. On pourrait plutôt se concentrer sur la critique des effets structurants, effectivement, de production de déterminismes comportementaux induits par la systémique, tels que par exemple la nécessité de dépendre des parrainages des 500 signatures pour avoir le droit de se présenter, et donc imposant déjà un préconditionnement nécessaire, anticipateur à l'obtention de ces signatures pour pouvoir se présenter. Et donc articulant la distinction juste que tu fais entre échelle nationale et échelle municipale, excuse-moi 2 secondes. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que utiliser ici le registre descriptif de l'obsessionnalité est peu fondé. Je pense qu'il y a bien une chose qu'on peut pas enlever à Mélenchon, c'est la maturité, le recul d'oser proposer un jeu mature et un magistère de l'utilisation de sa figure publique dans une véritable démarche d'abnégation au service du projet, de la stratégie, de l'obtention préalable de l'élection présidentielle pour servir au mieux les objectifs annoncés. Il y a bien une chose qu'on peut pas reprocher à Mélenchon, c'est la durabilité et l'intransigeance nécessaire au support stratégique de cette démarche. C'est précisément pour ça qu'il se passe tout ça. C'est-à-dire que moi, ce que je détecte, et je vais te le dérouler à travers mes précisions sur l'étymologie pour l'argumenter, c'est justement le fait de prémunir le service avant tout de la définition et la proposition du programme. Le cœur de l'effort permanent de LFI, c'est la composition du programme, contrairement aux autres formations politiques.
C'est-à-dire que le programme est abouti, le programme est sous-institutionnalisé à l'accès des volontaires d'y participer et chiffré. C'est un vrai travail de proposition, contrairement à l'immense majorité du reste des formations politiques du champ national, ce qui est le scandale antidémocratique en soi, en vrai. C'est-à-dire le reste est particulièrement bidon. Et c'est le pire de la preuve de la démagogie, de l'anticonstitutionnalité du RN. C'est la pire. C'est-à-dire que il suffit de comparer les postures publiques et le détail des votations permanentes depuis la création du Rassemblement national pour démontrer l'imposture absolue de trahison permanente de son propre électorat depuis sa naissance. Ce qui n'est pas le cas de LFI. Ce qui n'est pas le cas de LFI. Au contraire. À LFI, je suis désolé, mais actuellement, factuellement, à l'analyse, c'est peut-être même la seule formation politique étant le tiers de l'intention électorale actuelle dans la situation tripartite, donc la plus présidentiable, susceptible de défendre coûte que coûte un véritable jeu électoral véritablement démocratique, sincère et cohérent, centré autour de la précision d'un programme. Ce qui est le fonctionnement démocratique. C'est la non-démagogie la plus aboutie de l'offre propositionnelle actuelle de l'option des partis présents à la présidentiabilité. Et donc, ce qu'il se passe, quand on regarde le détail des soi-disant affaires censées attaquer ça, c'est qu'il empêche en fait justement ce travail de fond de sombrer dans les jeux de querelles de personnification superficielle de la médiacratisation de la scène politique française. Ce qu'il se passe précisément dans tout ça, ce qui est tenté de lui être reproché, c'est justement d'empêcher le mouvement collectif et sa finalité formulatoire de sombrer dans l'interceptionnalisme du parasitage antidémocratique que la médiacratie. C'est-à-dire que le véritable arbitre, le véritable juge de paix de cette démarche du collectif, c'est le suffrage universel direct et non pas le commentariat interceptif de la médiacratie des grands argentiers, cybernéticiens, suprastructurateurs de la dérivation de l'attention publique, de la démocratie, vers leur interfaçage interceptif. C'est ça dont nous parlons en réalité. Et donc, où commence pour moi l'incohérence qui m'est apparue dans ta formulation de proposition critique, c'est que tu perds le sens des réalités, à mon avis, en cours de route, et je pense que de ce que j'ai vu et de ce que mon expérience personnelle me permet de proposer comme analyse de ton erreur de biais de raisonnement, c'est en réalité l'effet de déformation professionnelle de par ton expérience d'analyste, sociologue et médecin du travail, de psychologue du travail analyste dans tes différentes facultés, qui te fait en fait te tromper via le spectre déformant des intensités de retour auxquelles tu es exposé par ta position, qui ne correspondent pas à la réalité. L'élément le plus probant dans le champ sémantique que t'emploies qui me le démontre, c'est quand tu dis précisément pour proposition d'argument, ça ne fonctionne pas, attends que je le retrouve, j'ai fait le vrai boulot du verbatim. Voilà, quand on exclut les classes laborieuses, ça ne fonctionne pas. Mais justement, en fait, ça, c'est faux, camarade, parce que précisément, c'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire que il y a bien une chose qui n'est pas possible d'être imputée à la LFI, et qui est d'autant plus solide malgré la sous-exposition de temps d'exposition médiatique vis-à-vis du RN, qui lui ne progresse pas en proportionnalité réelle d'électorat, en parité de surexposition du temps médiatique disponible, contrairement aux autres formations. Donc, ce qui prouve que il y a bien un plafond en fait dans l'acception identitaire, éthique, véritable du peuple français par rapport à tout le narratif d'inexorabilité et de naturalisation, de normalisation qui est tenté d'en être fait. Il y a bien quelque chose qui prend pas dans l'ethnologie sociologique, politique, dans le réel derrière, alors que l'AFI c'est le contraire. C'est-à-dire il y a bien une chose qui ne peut pas être imputée à l'AFI, c'est sa progression constante depuis l'effort d'émancipation de Mélenchon du Parti socialiste. Son succès de courbe de croissance électorale est constant.
malgré ses mues politiques, est constant. Donc c'est faux en fait. Essayer de dire que ça ne fonctionne pas, c'est justement faux. Donc c'est un non-argument. Et c'est là où je comprends pas en fait. Bon, je comprends la nécessité de placer ton activité comme complémentaire à la situation actuelle. Je critique pas ta démarche avec frustration. Je suis très content que ça existe. Je suis très content de ton action critique. C'est très bien. Donc c'est pour ça que je propose de continuer d'articuler tout ça par l'encapacitation et non pas le paralogisme, la mise en rivalité, la mise en antagonisation. Au contraire, le progrès commun, la convergence commune, c'est la démarche de cette vidéo. Donc, à mon sens, ici, c'est là où tu bascules entre le début d'analyse systémique fondée et l'effet de prisme te faisant analytiquement prendre une déviation qui te fait arriver à un biais de raisonnement. On le voit ici. Donc pendant qu'on est dans cette zone du verbatim, quand tu dis donner un sentiment d'appartenance, non, c'est pas toi de le donner en fait. C'est justement le problème de la confusion entre ressentimentalisme et assentiment. Le rôle d'une proposition politique, c'est pas de penser à la place des gens, c'est de proposer une modélisation d'un programme envers lequel se fédérer. Mais c'est pas se substituer en fait au libre choix conscient, ou alors c'est qu'on ne maîtrise pas le droit constitutionnel et la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit pas de tyrannie, d'emprise et d'influence. Il s'agit de représentation de la fédération de l'assentiment populaire. Donc c'est pas donner un sentiment, c'est susciter sa légitimité collective. C'est pas pareil. Enfin, je chipote un peu, mais c'est important parce que à l'heure actuelle justement où le technologisme est putain, j'y arriverai jamais, et paranoïacisant, je vais aussi répondre plus tard aux 2 entretiens qui viennent d'être sortis par Jean-Pierre Petit sur les finalités de la métaphysique et de l'épistémologie, parce que j'ai des choses à dire aussi, et je le dis maintenant, si vous verrez que ça s'articule et que ça se rejoint. Donc, la tyrannie, c'est l'emprise sur les corps et les esprits, et l'informatisation et la miniaturisation sont des bouleversements technologiques, ontologiques directs tels que justement ces questions de non-emprise sur la psyché, sur la pensée, sur les corps est prépondérante et centrale justement dans les questions des enjeux de l'organisation politique des sociétés. Donc il ne s'agit pas de donner les sentiments d'autrui, il s'agit de fédérer les assentiments par la défense des légitimités de consensus et non pas d'influence, de consensus, de volontarisme de faire commun. La chose publique, c'est pas l'être ou le décideur, c'est la chose du commun. Et donc c'est pareil quand tu fais du coup une antitétie entre montrer la conflictualité pour pouvoir se battre. Bah oui, mais dans ce cas-là, il faut pas questionner la violence. C'est là où il y a un problème. Et donc c'est là où je vais descendre faire de l'étymologie pour te proposer avec moi de cheminer. Tu vas voir où je veux en venir. Alors, justement, c'est une très bonne transition. Donc, le problème de fond, c'est l'élection. La démocratie, quand elle n'est pas encore directe et que chaque choix n'est justement voté, parce que c'est la question de la délégation de la décision. La question de la représentativité, c'est la délégation, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de politique sans décision politique, et il ne peut pas y avoir de décision sans expression du choix. Il n'y a pas de politique sans choix. Sinon, nous sommes tous un grand inconscient collectif. Il n'y a pas de transit et réciprocité articulatoire, combinatoire entre l'inconscient collectif, les individuations et le fait de refaire société par contrat social. Donc, penser une politique humaniste sans le consensus de la question de la réciprocité et donc de l'expression par le suffrage du choix, donc de la votation, de la désignation, de la délégation, de la représentation, ça n'a pas de sens. Alors justement, devoir obtenir la présidentialité pour détenir
la légitimité d'opération des choix selon le jeu démocratique, c'est nécessaire dans la stratégie proposée par la FI d'amélioration du commun. Donc, moi, je veux bien que tu aies une sensibilité plus anarchiste, d'accord. Mais dans ce cas-là, faut pas le reprocher à la FI. Enfin, ça n'a aucun sens. La LFI ne s'est jamais positionnée comme anarchiste. Hein. Donc, on ne reproche pas à quelqu'un ce dont il n'a jamais eu l'intentionnalité. Sinon, c'est qu'on respecte pas les droits de l'homme et le droit constitutionnel. Donc, je t'encourage à faire attention quand même. Alors, deuxièmement, il y a ta question de l'ambition. Le problème, c'est que précisément, l'étymologie du terme, c'est précisément ça en fait, puisque ça vient de ambitio du latin, hein, donc la recherche des honneurs, hein, de la gloire, d'élévation sociale, de distinction, mais également de motivation pour améliorer la situation. Et étymologiquement, la gloire en plus, ça vient de to glow en anglais et higher. Et précisément en fait dans les valeurs de progrès des despotismes vers les processus d'assemblée de plus en plus extensives jusqu'à l'affirmation de la souveraineté des tiers États dans les États généraux qui a supplanté en fait le droit divin, ça a été le processus de la chrétienté de passer du révolutionnarisme messianiste mythique, du corps de gloire du Christ dans la résurrection entre le despote assassin et le trinitaire tripartite, métaphore en fait des étapes du cheminement de la perception, du raisonnement et du consensus, nature, humeur, caractère pour les humanités anciennes, Père, Fils, Saint-Esprit, etc., etc. Cette notion de tripartie, de cheminement du rapport perceptuel de la Terre à l'ascension, métaphoriquement, mythographiquement, c'est un vieil héritage processoral qui nous amène à considérer deux choses. Et je vais aller tout de suite au fond pour que tu gagnes du temps sur pourquoi je vais te proposer ces cheminements. Si on réfléchit profondément aux organisations sociétales paradigmatiques, fondamentales, le seul moyen d'appliquer l'universalité se recoupant intertextuelle dans les religions des trois grands monothéismes, donc les 10 commandements, le seul moyen de tous les respecter du premier au dernier, c'est-à-dire de tu honoreras le nom de ton Dieu en passant par tu ne tueras point jusqu'à croiser et multiplier, c'est la sabloponie électrosphérique. Parce que en français étymologiquement honorer la terre, donc le seul moyen d'honorer son Dieu, c'est d'honorer le biotope du génératif planétaire cosmique au berceau duquel la vie est née, c'est tout le principe en réalité crypté dans la Genèse, et ne pas tuer, donc dépasser malgré la nécessité de couverture permanente de ces besoins fondamentaux de base nécessaires à l'existence, sans pour autant reproduire mimétiquement la compulsion prédative cannibalisto assimilationnel du serpent, du pervers polymorphe originel vampirique, c'est de ne pas avoir besoin de donner la mort pour satisfaire ses besoins. Donc le seul moyen, c'est pour un régime alimentaire complet tout de même, la frugalité des plantes non tuées. Par exemple, pouvoir faire pousser en permanence des salades et n'en consommer que la partie dont on a besoin, sans pour autant arracher l'intégralité de la plante qui continuera de générer. C'est vraiment s'inscrire éco-synergiquement dans la supplantation de la limite conceptuelle de l'extractif et du surextractivisme primaire, donc colonial, expansionniste, de rivalité vitale, etc., dans tous les processus de népotisation qu'on observe actuellement, par exemple avec le siono-suprémacisme et donc son moteur ségrégationnel, dogmatique, absurde et infect.
Et donc le seul moyen de supplanter ça, en fait, c'est d'éco-synergiser le meilleur niveau d'anticipation possible du paradigme organisationnel du rapport à la vie et à l'incapacitation de celle-ci. Et pourquoi plus la sabloponisation électrosphérique? Parce que c'est la seule qui potentiellement peut s'autonomiser au point ensuite de continuer de croître et multiplier au-delà le biotope planétoïde, c'est-à-dire dans l'exploration spatiale. Donc c'est le seul paradigme réel, réellement concrétisable de cohérence d'ensemble qui est susceptible d'expliquer les écrits plurimillénaires nous ayant mis sur la voie de l'étude de la transtemporalité, épicyclique, et de maintenir la cohérence d'ensemble sur l'intégralité de la processoralité correspondant au vivant, qui est de s'en complexifier et d'étendre son champ relationnel, puisque produit lui-même des multicombinatoires du cosmos, qui produit les étoiles, les planétoïdes, les systèmes galactiques au sein desquels nous inscrivons et nous finissons par être générés par les conditions biotopiques planétaires, et de finir de boucler le processus pour, à notre tour, s'autonomiser dans l'accompagnement de la plus vieille loi profonde de l'univers, qui est son expansion perpétuelle. C'est le seul moyen de combiner en complexification, combinatorialité même, faudrait-il dire, et continuer le mouvement de l'espace-temps. Voilà pourquoi c'est ultimement cohérent et que c'est préférable à l'uniformisation tyrannique népotiste. Donc je voudrais continuer de te proposer de dépasser les erreurs étymologiques véhiculées peut-être à ton insu, parce que c'est aussi le problème de la psychologie et de la psychanalyse. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on rappelle peu en fait en psychosystémique, c'est que dans le processus de collectivisation de supervision, qui est le propre de la psychosystémique en général, il y a un problème, c'est que le référent, donc dans la relation de transfert du consultant au thérapeute, le problème c'est que vous ne serez jamais amené en réalité plus loin que le niveau philosophique et métaphysique atteint par le thérapeute lui-même. C'est-à-dire que les grandes règles de fond de l'avantage de la psychosystémique de dotation par la socialisation systémique dans les effets miroirs pour anticiper le renversement des effets de transfert pour doter votre recherche psychoperceptuelle ne peut pas être guidée par au-delà le niveau maximum du plafond atteint par la structure, conceptuellement. Et donc, voilà pourquoi je te fais cette proposition, c'est que moi, je suis fils de psychothérapeute, si tu veux, donc les limites de la déformation professionnelle, je les connais très bien. Donc c'est pour ça peut-être que ça me permet de produire ce retour critique intéressant. Et donc, continuons de questionner les traces que l'analyse étymologique permet de percevoir. Donc, on voit bien dans l'étymologie de délégation et d'élection, la délégation étymologiquement, c'est la substitution, la procuration. Donc on voit bien la notion de substance et de procurer la rationalité, la ration. Par exemple, ce sont des sujets qui ont été évoqués en Israël dans le processus aliénatoire de la Palestine, de rationner la quantité d'énergie en kilojoules calorifiques de nourriture tolérable à la population. On est en pleine néo-nazification, de technicisation d'une solution finale aliénatoire, et donc on voit bien à quel point toutes ces questions d'effondrement en fait de l'étymologie, parce qu'en réalité prédatant la politique car voulant prédater le démocratisme de l'humanisme universel, essaye d'être fait partiellement en français, parce qu'avec objectif à tiroir justement de détruire les processus démocratiques en les truchant d'adhésion en fait au forceps à des pactes de corruption symbolique qui étendent comme ça et qui essaiment justement par la perversité, donc qui est la torsion du réel, et que cette torsion du réel n'est permise que par l'effondrement étymologique du sens véritable du politique, voulant précisément, par la destruction du sens des mots, détruire la réelle convergence politique. Donc on voit comment ça se recoupe avec ce dont on est en train de parler là immédiatement. C'est pour ça que je le fais. Parce que
contextuellement, la temporalité est synchrone. Donc c'est bien une systémique d'ensemble, d'ensemble. Cette cabale contre les LFI, pile poil à ce moment-là, articulée synchronément avec la tentative de lancement de la solution finale, précisément parce que c'est le seul parti réellement d'influence présidentiable en France qui critique ouvertement l'inhumanité et le processus de déshumanisation génocidaire, crime contre l'humanité, criminel contre l'humanité de la chose, plus ces dimensions planquées derrière en tant que laboratoire régional géostratégique, eh bien ce n'est pas un hasard du tout. Hein. On voit bien que là, et c'est tenté d'être formulé en français encore tout à l'heure sur i24 News, le narratif par rapport à la menace directe, au mépris des conventions de Vienne et de Genève, on est carrément là dans la tentative de dénigrement du droit international, et donc des processus méta-civilisationnels, d'essayer de définir des interdictions de principe en dehors de tout cadre de consensus du concert des nations. Donc, ce sont des questions justement de menaces de stéréotypes sur le champ social et donc de comment nous devons continuer d'assurer la souveraineté de nos principes dans les fédérations de nos assentiments. Et ça passe par la précision étymologique, par la véritable maîtrise du sens réel des choses, des mots, des concepts, des personnes. Donc c'est pour ça que je fais tout ce travail, parce que malgré toi, ces imprécisions étymologiques envers la LFI, son impact certain dans les tentatives de débordement systémique qui tentent d'être impulsées psychosociétalement. C'est pour ça que je le dis. Donc la délégation, c'est le loin de soi, et c'est la question du légat, d'envoyer avec une mission. Donc par exemple, dans les relations internationales, il sera évidemment impossible de tenir à l'unisson les 67 millions de voix des Français. Donc il faut bien un système de délégation pour représenter la France à l'international. Donc je veux bien le fédéralisme immédiat, de proximité géographique immédiat pour refaire les parlements de province. Absolument, pas de souci. Mais il faut quand même une combinatoire de notions d'échelle, sinon il n'y a plus de creuset de la nation. Donc, est-ce qu'il y aura un patriotisme de la francophonie si il n'y a pas de combinatoire des notions d'échelle politique. Donc attention à ce que véhicule trop maladroitement n'importe quel type de définition critique, parce que c'est la tentative qui est faite aujourd'hui de perniciosité, de perversité extraordinairement sophistiquée, permis par sa cyber-augmentation et son cyber-SMH. Donc soyons précis, soyons vraiment précis. Et puis il y a la racine étymologique de la violence. Alors là c'est hyper important parce que justement, c'est une chose d'avoir une opinion. Ça fait partie des libertés fondamentales constitutionnelles, il n'y a pas de souci. Mais la question de les LFI, c'est pas d'en être au niveau des libertés fondamentales. C'est de proposer une stratégie d'obtention des leviers de légitimité et de légitimité symbolique nécessaires à une amélioration conséquemment d'échelle du commun. Donc c'est pas commencer à revendiquer des libertés fondamentales constitutionnelles, non. C'est proposer la fédération par l'aboutissement des assentiments à conjuguer la force collective de la souveraineté pour se doter des instruments susceptibles de pouvoir décisivement améliorer la situation du commun, puisque tu définis quand on est de gauche, on va améliorer la société. Bon, moi j'ai un certain désamour et une lassitude pour les concepts de droite et gauche comme les meilleurs descriptifs en capacitatif des luttes et des niveaux de rhétorique politique actuelle, d'autant plus facilités par l'hypercommunication d'aujourd'hui, quoi. Ça n'a jamais été aussi facile de faire de la politique sociétalement, donc profitons-en en fait pour faire des sauts de qualité en capacitatif dans la façon dont on structure les luttes, puisque on finit avec le temps nécessaire à y passer, in fine, et donc autant que ce temps soit le plus efficacement consacré à la méta et l'inter-encapacitation décisive, stratégique, conceptuelle. Voilà, j'encourage chacun à perpétuer, à continuer le prolongement de cette invitation. N'ayons pas peur de utiliser des sophistications à la hauteur de nos facultés et de nos améliorations collectives réciproques par une langue réellement riche. Ce sera d'autant plus la manifestation de la richesse du commun. Il n'y a pas de souci.
Hein. Ne nous reprochons pas l'encapacitation. Hein. Ne nous interentretenons pas dans le misérabilisme. C'est le propre de l'extrême droite. Et donc, la racine étymologique de la violence. Donc, ça vient donc du latin volere, hein, donc le vouloir, et donc de violentia et violentus, hein, et donc ça vient du verbe vis, hein, la racine de vouloir, du grec bia, hein, qui est à la fois la force vitale et la contrainte. Donc on voit que c'est paradoxal justement, hein. Et donc le vis, vis, avoir un avis, hein, avoir une opinion. Donc on voit que avoir une opinion, c'est pas forcément un processus abouti. Hein. Ça peut être la spontanéité de l'intuition. Hein. Ça peut être l'effet de prisme déformant de la déformation professionnelle de ton type d'exposition à une certaine teinture angulaire de la représentation des interactions dans cette formation politique. Hein. De par ta fonction en tant qu'interlocuteur dans ce système. Hein. De quel poste interaction d'interlocuteur t'est faite de description de la situation dans la pluridimensionnalité synchrone de ce qui est la LFI. Donc est-ce que c'est parce que tu en es amené à voir ces aspects que c'en est factuellement, décisivement, rationnellement et proportionnellement parfaitement établi. Hein. Et donc au pluriel, vis, c'est vires, donc c'est les forces physiques dont militaires, et c'est là où on est obligé de retomber sur la définition étymologique de stratégie. Le stratégéum, à la base, c'est l'attente du commandant. Hein. Donc, il est question justement d'améliorer les doctrines de défense, etc., le rapport, non pas à la violence, mais à la force, en réalité, hein, à la vitalité. Hein. Le problème justement actuellement de la mortification hein, par le terrorisme, par justement tout ce jeu de battage médiatique, des négativismes essentialisés, hein, on fait de surinterprétations déformantes, hypertrophiques, hein, élevées au rang de soi-disant tropisme, des essentialisations de pseudo-comportementalité qui ne tiennent pas compte en fait des niveaux de nuance, hein. Encore une fois, par exemple précisément sur la question de la violence, ce qui est tenté d'être reproché à Mélenchon, je suis désolé, mais c'est pas une violence performative, hein. C'est une violence figurative, c'est-à-dire qu'elle est symbolique. Hein. Ça passe par l'écrit, ça passe par la part de fictionnalité de l'expression publique dans le jeu hein, de la représentation stratégique, hein, stratégique, et donc elle n'est pas passage à l'acte au sens contrainte avérée et réelle. Elle est mise en figuration interactionnelle. Hein. Et donc c'est bien de ça qu'essaie de se nourrir toute cette campagne médiatique, hein, en essayant de l'hypertrophier hein, au niveau d'avérément factuel, ce qui est faux. Ce qui est faux. Hein. Encore une fois, sans aboutissement d'une instruction judiciaire faisant suite à une plainte ayant abouti à une condamnation, ce n'est pas une affaire. Donc c'est une hypertrophie interceptionnaliste médiatique. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'est en réalité structurellement, puisque tu fais une analyse structurelle, l'interceptionnalité médiatique interceptive interfacique, hein, elle élue par personne, face à une formation politique, pour l'instant couronnée de succès sur son évolution hein, de fédération toujours plus grande d'un assentiment électoral populaire depuis son initiative. Donc non seulement ça fonctionne, non seulement c'est légitime du point de vue du fonctionnement démocratique, mais en plus la stratégie est payante. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fausse critique qui vient essayer de dénaturer, en fait, la réalité du factuel réel? On voit bien comment c'est une perversion en soi, comme systémique, de tentative de distorsion de la réalité. Donc c'est ça, pour moi, l'analyse systémique qu'il faut faire. Hein. La question des différents types d'organisations politiques d'échelle immédiate possibles n'ont pas à être incombées à la LFI. La LFI n'a jamais prétendu être la seule option de structuration de candidature présidentielle possible. Donc c'est un transfert projectif
et c'est être entraîné dedans, et donc en ça, il est abusif, et non pas fondé, et en plus, antidémocratique, parce qu'il ne participe pas réellement d'un débat par un échange d'arguments, il s'agit d'une antagonisation d'opinions. Donc c'est une polémisation de juxtaposition au réel, qui n'étant pas le réel, contribue à détruire le sens politique et donc étymologique, analytique, et donc à détruire et à polluer la démocratie. Donc c'est ça le vrai problème structurel. Et donc, on continue avec les différents niveaux de différenciation qu'il faut faire, parce que c'est comme ça qu'on se réencapacite les uns les autres. Le vrai grief, en fait, à mon avis, qu'on essaie de reprocher au mélenchonisme, hein, c'est l'insulte, en réalité. Parce que de violence, il n'y a que si elle est réellement contrainte. Sinon, c'est simplement une confrontation. Polytonale, si vous le voulez, intense, si vous le voulez, mais dans le jeu réel des nuances, hein, des multidimensionnalités de la stratégie médiatique telle qu'elle est actuellement, la véritable violence psychologique, en réalité, n'existe que si elle est réellement contrainte. Hein. Donc, si donc elle est réellement, avérément subie par les gens qui s'en plaignent. Mais il me semble pas que Mélenchon leur avait promis une place d'honneur absolue dans l'organigramme de la LFI. Il me semble que tout le projet de la LFI, c'est justement de pas être là pour ça. C'est d'être là pour porter au succès la représentation articulatoire, surtout autour du programme. Hein. Une fois que ce sera institutionnalisé, alors oui, ça tombera sous le coup de la loi. Hein, dans les équilibrages et respects de par les lois concernant supplémentairement les institutions obtenues. Mais dans l'accès aux institutions, je suis désolé, ça reste simplement le code civil. Donc c'est basé sur la preuve, la démonstrabilité, la charge de la preuve à l'accusation, etc., la confrontation de l'instruction à la charge et à la décharge et les conclusions de l'enquête, quoi. C'est tout. Sinon, c'est pas une affaire, c'est tout. Donc voilà, quoi. Hein. Et donc, on voit tout de suite en plus comment, de ton propre propos, c'est attaqué par la LICRA, hein, donc le lobbying justement suprémaciste, anticonstitutionnel, pseudo-français nétagnahuin, hein, de Goebbelsisme. Hein, et que, au contraire, Mélenchon ne cherche pas à priver les gens des idées de chacun, hein, comme c'était le mantra de Goebbels. Hein, nous cherchons pas à convaincre les gens de nos idées, nous cherchons à faire en sorte qu'ils ne disposent plus que des nôtres. Bah, c'est absolument pas ce que fait Mélenchon, en fait. Ce que fait Mélenchon, c'est de défendre le niveau d'anticipation nécessaire à la stricte défense de la représentation du programme, et rien que du programme, en l'extrayant systématiquement de sa capture par les effets de personnification, hein, de sombrer dans les jeux d'appareillage dont les Français n'ont rien à foutre, parce que ce qu'ils veulent, ce sont des réelles politiques effectives, hein, et que les jeux de politicianisme substituables au projet politique en lui-même, c'est justement ce dont les Français ne peuvent plus. C'est ça la question du rejet analytiquement de l'explosion de l'hyperabstention. C'est le fossé entre la promesse et la réalisation politique. Donc, s'il y a bien une formation à qui on peut pas le faire actuellement, c'est quand même la France insoumise, quoi. Et d'autant plus quand c'est le seul du système tripartite actuel, hein, de la tripartition actuelle, de ne pas être en fait une démagogie, parce que on voit bien ce qu'il en est des accords secrets des deux autres qui en réalité promeuvent de plus en plus des narratifs illégaux anticonstitutionnels, donc intrinsèquement antidémocrates. Donc si en plus on doit finir par se faire entraîner dans une distorsion de la perception de la réalité du seul parti valable réellement, institutionnellement et légalement dans la situation actuelle politique tripartite, je veux dire, mais on voit bien à quel point on est en fait intoxiqué par un lobbying colonial qui cherche à détruire la culture politique française pour en faire une province coloniale. Encore une fois, la question du légat, hein, de polluer les phénomènes de désignation, de délégation par élection, c'est en fait en réalité attaquer le principe de souveraineté tant qu'on n'a pas encore dépassé le formalisme de la Ve République autour de l'hypertrophie entre l'exécutif et le législatif autour de la figure présidentielle. Mais vu que la proposition de la LFI, c'est de le changer par le légalisme,
il y a cette étape première nécessaire de l'obtention du pouvoir par les urnes au suffrage universel direct. Donc vouloir attaquer ça, c'est n'avoir rien compris en fait à la proposition. C'est donc si c'est pas compris soi-même, ne pas le reprocher à ceux qui font le boulot pour que ce soit possible. C'est tout. Et donc j'en ai beaucoup plus que ce que j'en raconte. Donc j'essaie quand même de pas être trop véhément, mais d'être seulement efficace. Alors oui, et donc c'est la question au-delà donc de l'insulte et de la violence. Donc l'insulte, le point étymologique, c'est donc sauter sur, dans, contre. De insulte vieux latin, le soulèvement, la sédition justement. Insultus, l'assaut, l'attaque. Offenser, blesser oralement, intentionnellement ou accidentellement. Oui, mais encore une fois, si c'est par rapport à des envasements de processus sécessionnistes qui, grosso merdo, veulent commencer à capitaliser en fait de leur personnification médiatique, et non pas de la continuité des intelligences adaptatives continuant de nourrir la dynamique de fond de l'obtention de plus de suffrages alimentant la fédération, c'est ce qu'il faut faire en fait pour mener le projet au succès. Donc ce n'est en fait qu'une position et qu'un positionnement stratégique approprié, graduel, d'effet miroir. Et donc ce que ça démontre, c'est que y a que en fait le pleurnichage et le ouin-ouin de gens qui ont sombré eux-mêmes dans le piège en cours de route et dont Mélenchon, pour moi, fait ce qu'il faut de sa responsabilité de gérant, pour l'instant, de la jeunesse du projet pour le mener à son succès, c'est-à-dire d'éviter l'accaparation dans les faux pièges en cours de route. C'est tout. Et il a raison. C'est le privilège de l'expérience mis en démonstration à l'épreuve des erreurs potentielles de parcours. Et pour l'instant, moi, je trouve qu'il s'en sort avec maestria à ce niveau-là, quoi. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est justement la démonstration des anticipations possibles de kabbalisme, s'auto-neutralisant tout seul par la perniciosité manifestée de leur propre nature, contrairement à ce qu'ils tentent d'incriminer du projet de la LFI, quoi. Donc force à la LFI d'avoir réussi à ne pas être atteignable par la bassesse de telles entreprises. Magnifique. Gloire à eux. Et donc la question de la maltraitance. Alors donc préfixe mal, donc infliger mauvais traitement, brutaliser, faire subir des sévices, mauvais usage, donc de l'usure, négliger, nuisibiliser ou appliquer un traitement cruel. Bon, où sont les conventions, où sont les engagements contractuels promis par le mélenchonisme dans ceux qui